Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous terminons notre heure de cinéma avec Martin Bureau. Bonjour, Martin. Bonjour. Afin de discuter de l'exposition qui a lieu à la Cinémathèque québécoise, la salle Raoul Barré, Les Murs du désordre. Donc, en fait, les Murs du désordre est un projet interdisciplinaire recoupant les disciplines du cinéma documentaire, de l'installation vidéo, de la peinture et de la recherche en géopolitique. Voilà. L'aspect géopolitique m'intéresse énormément. Où est venu cet intérêt de ton côté? Parce que même dans les courts-métrages et le long-métrage, il y avait toujours un peu cette dimension-là à ton travail. Oui, ben, je dirais que l'intérêt pour la géopolitique est chez moi naturel Okay. depuis longtemps. Je veux dire, je suis un lecteur d'actualité, je suis un passionné des problématiques internationales. Donc, pour moi, de développer mon métier d'artiste en art visuel et de cinéaste documentaire en le nourrissant par des problématiques géopolitiques, c'était comme le chemin naturel. Mon intérêt est vraiment global face à cette idée-là de la géopolitique parce que je pense que c'est un sujet qui permet d'englober beaucoup de disciplines. Donc, tu sais, la géopolitique, c'est la géographie sur le terrain, puis la géographie, c'est en soi une discipline qui est immensément large. Donc, pour moi, d'allier cette science-là aux arts, pour moi, c'est comme de trouver une manière de nourrir mon travail jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu sait que tu vas avoir du matériel jusqu'à la fin de tes jours. C'est exactement ce que j'en pense, oui, effectivement. Et donc, dans le cadre de l'exposition, il y a comme 3 murs qui représentent des images à la fois de la Palestine, du mur Palestine-Israël, le mur à Belfast et cette frontière entre les États-Unis et le Mexique. Tout à fait. Donc, c'est des 3 lieux que j'ai visités au fil des tournages. Pour moi, pourquoi ces 3 lieux-là? C'est parce que il faut savoir qu'il y a presque 74 murs frontaliers actuellement dans le monde qui sont soit construits en cours de construction ou planifiés. Et puis donc, les sources de cette documentation-là, c'est la collaboration avec la chaire Raoul Dandurand, donc les chercheurs de la chaire Raoul Dandurand en géopolitique, auquel je me suis adjoint pour vraiment venir nourrir adéquatement le contenu du projet. Et puis, pourquoi j'ai choisi, moi, ces 3 situations-là? C'est parce que j'ai essayé de cerner l'ensemble des problématiques des murs dans ces 3 lieux-là. À savoir, parce que chaque mur est construit pour des raisons officielles et non officieuses par la suite, mais les raisons officielles sont des problématiques qui définissent la raison officielle de chacun des murs. Et puis, pour moi, entre les États-Unis et le Mexique, Israël, Palestine, et puis les murs, les peace lines de Belfast entre les catholiques et les protestants, j'estimais qu'on avait là 3 lieux problématiques qui parlaient de de tous les autres lieux problématiques que sont les murs frontaliers du monde. Et effectivement, bon, pour ce qui est de la Palestine et Israël, le sujet est assez connu. La frontière entre les États-Unis et le Mexique est d'actualité. Même dans l'exposition, tu reprends des propos de M. Donald Trump. Alors que pour le mur de Belfast, c'est assez intéressant parce qu'on l'avait un peu oublié dans ce cas ici. Et là, on est dans une frontière un petit peu plus, presque intérieure dans un certain sens. Comment qu'on peut arriver presque à dénaturer même la ville à travers ces murs-là? Complètement. Vous avez raison de dire que c'est une situation oubliée. Même, je dirais, la plupart des gens qui constatent le projet ne savaient même pas qu'il y avait non pas un mur, mais 99 murs à Belfast qui séparent tous les quartiers catholiques et protestants. Et puis pour moi, il y avait une forme de déclaration dans le choix de prendre les murs de Belfast parce que vous savez, même la chaire, même le comptage des 74 murs que la chaire a émis, donc les murs de Belfast sont même pas inclus là-dedans parce que ils sont pas officiellement, ils correspondent pas à la définition des murs frontaliers. Avec raison. Moi, mon propos, c'est de dire oui, ce ne sont pas des murs frontaliers, mais ce sont quand même des frontières intérieures qui correspondent aux mêmes définitions que les autres murs, sauf qu'ils sont situés à l'intérieur des frontières officielles et puis ils créent une dissension. Ils définissent la dissension qui est immense entre les Irlandais républicains et les Irlandais loyalistes à la Grande-Bretagne. Donc, pour moi, il y avait comme cette idée-là de frontière intérieure et puis de la ramener sur la table. C'était aussi de raviver cette idée-là que le conflit, bien qu'il soit officiellement réglé depuis 1998 en Irlande du Nord, est toujours sous latence. La tension est très, très, très présente. Et puis pour moi, de le remettre en scène, c'était vraiment de confronter
la situation des murs à Belfast aux autres murs frontaliers du monde, parce qu'il faut quand même savoir aussi que les murs de Belfast sont actuellement les murs vivants les Oui. plus anciens. Donc, ils ont 50 ans, les murs à Belfast. Donc, et puis, ils sont actuellement en processus de démantèlement, mais ils n'y arrivent pas pour différentes raisons politiques et sociales. Et puis, ça se trouve à être ceux qui ont la plus grande expertise de l'héritage des murs, finalement. Et puis, pour moi, ça m'intéressait énormément d'aller chercher le contenu relié à ces murs-là pour pouvoir, finalement, créer un contexte, une connaissance, partager une connaissance qui allait peut-être pouvoir s'appliquer aux autres murs. Par exemple, en Israël-Palestine, c'est un mur qui a 15 ans, un petit peu plus que 15 ans, c'est 2001, donc on a le plus à 18-19 ans. Et puis, on a le mur des États-Unis qui a été débuté en 2005-2006. Donc, ce sont tous des murs juvéniles, finalement. Et ce qui est fort intéressant dans l'exposition, on va revenir parce qu'il y a plusieurs aspects, mais c'est cette dimension documentaire parce que on a des images sur les murs, ils sont accompagnés de propos de gens vivant sur place et expliquant un peu cette situation-là et la façon que eux vivent finalement le rapport qu'ils ont avec ces murs. Oui, c'est effectivement ça. Bon, il faut savoir que effectivement, moi, je voulais, je suis un cinéaste documentariste et puis donc un artiste en art visuel. Pour moi, cette exposition-là réunit vraiment, réussit à faire converger mes deux pratiques. Et puis, je considère que c'est vraiment un documentaire fragmenté dans l'espace. Où est-ce que le spectateur, le visiteur, va lui-même créer le montage, finalement, par ses déplacements, parce qu'on parle d'interactivité, puis l'interactivité se déploie à travers le déplacement des spectateurs dans l'espace. Donc, pour moi, il y avait toujours cette idée-là que je continue à faire du documentaire, malgré le fait que je suis dans un contexte installatif d'exposition. Et puis, je tiens à souligner aussi l'apport parce que ce projet-là aurait pas pu exister sans l'invitation de la Cinémathèque québécoise d'abord à venir créer en résidence dans leur lieu, et puis aussi ensuite grâce à l'ONF qui a financé la production du projet, parce qu'il faut savoir que j'ai une équipe derrière moi, j'ai pas fait ça tout seul. Toute la notion d'interactivité avec une artiste visuelle de Québec qui s'appelle Nadie Larchet, et puis l'environnement sonore de Olivier Calvert, qui est un concepteur sonore bien connu dans le milieu du cinéma. Et puis tous ces gens-là, la magie de leur travail a vraiment permis de mettre en place toutes ces idées-là qu'on avait de fragmenter le documentaire dans l'espace. Et la dimension de fragmentation est importante, mais aussi l'immersion est importante parce que lorsqu'on est dans les lieux, on est comme envahi par ce mur-là et la présence finalement du mur devient presque viscérale, elle devient corporelle. Vous avez réussi à jouer avec les murs, à leur donner une forme qui fait que le spectateur devient presque lui-même un mur à un certain moment en regardant les images. Ben, vos commentaires me font extrêmement plaisir parce que c'est le souhait qu'on avait de faire en sorte que les murs expriment la physicalité réelle, dans le sens que quand on se trouve réellement le long de ces murs-là, que ce soit en Israël, en Palestine, aux États-Unis ou à Belfast, quand on se trouve physiquement près de ces lieux-là, il y a une tension, il y a une présence, les murs, ils veulent comme nous tomber dessus, une espèce de tension tout autour, d'une pauvreté qui est là, qui est proche de ces barrières-là. Il y a beaucoup de surveillance, il y a une présence policière, militaire, etc., tout ça. Donc moi, je voulais, à travers l'expérience qu'on a vivre en exposition, recréer ce sentiment-là anxiogène face au mur. Et puis comment on a réussi à le faire, c'est que vous avez vu que les murs étaient vivants, les murs étaient non seulement des réceptacles de son, mais ils étaient aussi des émetteurs d'images et de sons, mais aussi de vibrations. Vous avez remarqué que les murs, ils sont là pour vouloir nous tomber dessus, en quelque sorte. Exactement. Et surtout, la dimension sonore est importante. Et lorsqu'on se rapproche, là, sans tout expliquer, comme des faisceaux lumineux qui nous permettent d'avoir accès aux images, mais aussi des faisceaux lumineux qui nous permettent d'avoir accès au son. Et lorsqu'on est très près du mur et qu'il n'y a pas d'image, ce qu'on voit, c'est notre ombre. Et on entend tous les sons. Et ça nous place dans une situation très inconfortable parce qu'on est dans le mur, puis on est présent et on participe un petit peu indirectement à toute cette folie des murs. Tout à fait. Non, je vous dis, ça vous fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai fait le vernissage et puis le lendemain, j'ai discuté avec quelques spectateurs, mais j'ai pas eu j'ai eu des échos par la suite d'amis qui sont passés, qui connaissent mon travail, donc dont j'imagine qu'ils peuvent déceler, décoder les facettes de l'exposition. Mais de vous entendre comme ça, pour moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que l'expérience s'est rendue jusqu'à vous. L'expérience qu'on avait imaginée s'est rendue jusqu'à vous.
Mais en fait, pas juste à moi, parce qu'il y avait, j'ai assisté 2 fois et il y avait des gens sur place et ils se déplaçaient et ils cherchaient à comprendre un petit peu cette logique hein, du mur, d'un point de vue sonore, d'un point de vue visuel et tout le chaos hein, qui était un peu organisé à travers bon, ces différents sons. Je pense aussi rejoignait énormément de spectateurs. Donc, à ce niveau-là, chapeau, c'est très, très bien réussi. Donc, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Oui, merci. Mais vous savez aussi, l'expérience, c'est le chaos qui est généré par la présence de plusieurs spectateurs. C'est au départ quelque chose qui nous était un petit peu inconnu, puis on avait un grand doute sur comment est-ce que tout ça allait fonctionner, parce que quand on réfléchit à une expérience interactive, il faut la penser pour une personne d'abord, puis parce que on parle d'expérience et non pas de c'est pas comme quand on rentre dans une exposition traditionnelle où est-ce que la notion d'interactivité est absente et puis qu'on se déplace dans l'espace. Là, il faut vraiment réfléchir l'expérience logiquement selon un spectateur. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a 5? Qu'est-ce qui arrive s'il y en a 10, par exemple? Et puis on arrive rapidement dans une espèce de chaos de concept quand on réfléchit l'installation d'un point de vue technique et expérientiel. Et puis, il y avait comme une grande part d'inconnu à savoir comment est-ce que ça allait être vraiment le vivre à travers, avec quand il y allait avoir 10, 15, 20, 30 personnes dans la salle, comme par exemple lors du vernissage, qu'il y avait constamment 30 personnes qui roulaient dans la place. Puis le chaos était tel que c'était assez fascinant parce qu'il fallait le vivre pour le définir, le ressentir, puis l'apprécier. C'était que finalement, ce chaos-là était vraiment à l'image du sujet. Et puis, ça a donné une autre dimension incontrôlée qu'on n'avait pas pu réellement prévoir sur papier. Et puis, on était super fiers de voir que ce chaos-là, finalement, pouvait fonctionner malgré tout, malgré le fait que tout était désordonné complètement. Et puis, je trouvais que ça rajoutait à l'ambiance anxiogène de tous ces murs-là. C'est que là, on les avait dans la face, dans les oreilles, puis il y en avait trop. Donc, merci beaucoup, Martin. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, on rappelle à nos auditeurs et auditrices que l'exposition Les Murs du désordre est présentée à la Cinémathèque québécoise dans la salle Raoul Barré. Donc, ça jusqu'au mois de février. Et il va y avoir une suite par la suite. Là, on ne peut pas tout dire, mais vous allez pouvoir suivre le projet dans d'autres perspectives, je pense. C'est jusqu'au 10 février. Et puis le 21 février, il y a une soirée cabaret, ciné-conférence, concert dans un festival national près de chez vous, dont on peut pas dévoiler le nom actuellement, mais suivez sur l'actualité, puis je vous invite à venir passer cette soirée-là avec nous. Lancement du web documentaire du projet également, le 21 février. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Là. Donc, nous, c'est la fin de l'émission. Donc, on remercie Pierre Pajot, Robert Daudelin qui est dans l'animation et Georges. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, toujours pour une heure de cinéma à Derrière l'image.